L'actualité en débat et en direct sur i24 News, c'est l'heure des GGMO. Bienvenue, on commence par le sommaire. Et si il parvenait à les faire plier? Donald Trump insiste, il souhaite voir l'Égypte et la Jordanie accueillir une part importante de la population de Gaza. Le temps de reconstruire le territoire, jugé initialement farfelu, voire périlleuse, l'idée pourrait pourtant faire son chemin grâce notamment au levier dont dispose Washington. Levier financier, celui de l'aide généreuse accordée chaque année au Caire et à Amman. Le chef de la Maison-Blanche entend bien exploiter cet avantage. Entre chantage et négociation, la pression monte crescendo. En parallèle, le constat amer d'un ministre israélien, Zev Elkin, est loin d'être le seul à regretter qu'Israël ne soit pas allé au bout de son objectif, évincer le Hamas du pouvoir à Gaza. Comment venir à bout d'un ennemi terroriste tout en lui fournissant carburant, eau, nourriture ou électricité, dit-il, en contrôlant ses aspects vitaux du quotidien. Le mouvement palestinien n'aura eu aucun mal à asseoir sa domination et même recruter. La faute à qui? Aux pressions de Joe Biden ou un manque de détermination? Quelle leçon à tirer alors que le cessez-le-feu reste fragile? Et puis en France, municipale partielle, l'heure de vérité et l'heure du choix pour la gauche non insoumise. Soutenir ou non la liste de Louis Boyard, qui inclut des partisans affichés du Hamas. Jusqu'au bout, Daniel Henry aura hésité. Finalement, pas de fusion avec le candidat LFI, mais tout de même un retrait de la course, assorti d'un appel à battre la droite. Voilà qui donne sans doute le ton en vue des prochaines échéances électorales. L'écharpe tricolore peut-elle cohabiter avec le ruban vert? Nous tenterons de comprendre ce qui est devenu le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et voilà pour les titres, bonsoir à tous. Gaza décidément au centre des débats de Washington au Val-de-Marne. Eh oui, bienvenue dans les grandes gueules du Moyen-Orient qui vont bien sûr se demander pourquoi un tel focus. Avant d'y venir, eh bien honneur au vainqueur de l'émission d'hier soir. Encore un match serré et indécis. Mais au final, cette belle victoire de Myriam Palomba, vous l'avez désignée comme la plus convaincante avec 39% des voix. Et on la félicite. Accueillons nos débatteurs du jour. Les voici. Daniel Cheikh, bonsoir. Son Excellence, ancien ambassadeur de France en Israël et responsable du pôle diplomatique du Forum des familles des otages. Guillaume Bensoussan est avec nous également. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes responsable reconquête de la 8e circonscription des Français de l'étranger, docteur en chimie. Et puis à Paris ce soir, on a le plaisir de retrouver Joseph Massé-Scarron. Bonsoir et bienvenue, écrivain et consultant. On est ravis de vous retrouver. Un historique de l'émission et puis Rost, également historique. Bonsoir Rost, vous êtes réalisateur et président de l'association Banlieues Actives. Allez messieurs, le top départ à la une. Ce soir, devinez Gaza et son futur. On ne peut pas ouvrir ce chapitre sans aller prendre des nouvelles d'abord de nos 4 jeunes ex-otages libérés de Gaza il y a un peu plus de 72 heures. Comment se portent Daniela, Naama, Liri et Karina? Déborah Benayoun va nous le dire en direct ce soir de l'hôpital Bellinson de Petah Tikva. Bonsoir Déborah, c'est au compte-gouttes que l'on recueille chaque jour qui passe bien, de nouveaux éléments, de nouveaux témoignages qui permettent de se faire une idée un peu plus précise de ce qu'elles ont vécu. Bonsoir David. Oui, alors on commence à avoir quand même un certain nombre de détails et surtout on a aussi des nouvelles assez rassurantes de la part des ex-otages elles-mêmes qui publient des messages sur leurs réseaux sociaux. Par exemple, Naama Lévy qui a publié un message aujourd'hui sur Instagram dans lequel elle écrit « Je suis chez moi après 477 jours, je suis en sécurité et protégée, entourée de ma famille et de mes amis et je me sens mieux chaque jour ». Alors elle explique également que pendant les 50 premiers jours de sa captivité, elle avait été seule avant de pouvoir rejoindre les autres, et quand elle les a retrouvés, quand elle a retrouvé les autres otages, elle leur a même demandé si elles étaient vraiment en vie. Alors on sait que les anciennes otages ont besoin de parler, on sent qu'elles ont envie d'exprimer, de raconter les conditions dans lesquelles elles ont été retenues en captivité. Par exemple, on sait qu'elles étaient au courant du massacre du 7 octobre parce qu'elles ont été enlevées par les terroristes relativement tard, si l'on peut dire, ce qui leur a permis d'une certaine manière de comprendre l'ampleur des atrocités qui avaient été menées ce jour-là. Elles-mêmes ont été témoins d'horreur parce qu'elles ont vu plusieurs de leurs amis être assassinés sous leurs yeux. On sait également qu'elles ont acquis de bonnes connaissances de la langue arabe parce que plusieurs de leurs proches nous disent qu'il y a des mots en arabe qui apparaissent dans certaines de leurs phrases. Donc on voit bien apparemment qu'elles maîtrisent désormais cette langue. Et puis on a aussi appris que Daniela Gilboa et Karina Ariev avaient été ensemble la plupart du temps pendant leur captivité. Alors elles se connaissaient
connaissaient déjà avant, mais apparemment les liens entre elles se seraient d'autant plus resserrés à la suite donc de cette captivité. Un dernier mot en ce qui concerne les derniers jours avant leur libération, parce qu'à l'approche de leur libération, les conditions dans lesquelles elles ont été retenues auraient été un peu moins strictes. Apparemment, elles auraient eu l'opportunité de se laver, de changer de vêtements et même d'obtenir un peu plus de nourriture. Ouais, sans grande surprise, finalement. Merci beaucoup, Déborah Benayoun, en direct ce soir de Bellinson à Petah Tikva. Alors comment justement éviter que de telles tragédies ne puissent se reproduire? Comment prévenir de nouveaux 7 octobre? Parmi les idées avancées, on en parlait hier, celle de Donald Trump de transférer donc 1,5 million de Gazaouis vers des pays comme l'Égypte ou la Jordanie, le temps nécessaire pour reconstruire ce territoire. L'art de la persuasion à l'américaine, efficace ou pas au Moyen-Orient. Daniel Sheikh, comment est-ce que le diplomate que vous êtes perçoit ce discours du président américain? Ça choque, c'est disruptif? D'abord, je ne pense pas du tout que c'est sa motivation d'éviter un prochain 7 octobre. Je pense que c'est le réflexe d'un homme d'affaires qui regarde les choses en pratique et qui pense que ce sera impossible de répondre à la pression qui vient de ses partenaires dans le monde arabe, notamment l'Arabie saoudite, à reconstruire Gaza dans les conditions actuelles. Il a peut-être raison d'ailleurs. Cela dit, je ne dis pas que c'est impossible. Ça va peut-être se produire, mais je dirais quand même qu'il y a un grand bémol. Le point de départ, il est très simple. Toutes les parties concernées, sauf les États-Unis, ne sont pas d'accord. C'est-à-dire ni les Palestiniens, ni les Égyptiens, ni les Jordaniens. Et dans les coulisses, probablement, ça va être difficile de mobiliser du soutien dans le monde arabe comme ça, dans l'Arabie saoudite, le Golfe, etc. C'est pas gagné. Parce qu'il y aura un réflexe négatif, parce que ça sent pour eux, entre leurs yeux, le déplacement de population, le bannissement des Palestiniens de ce qui est considéré par eux comme leur territoire. Donc, on est loin du compte pour le moment. Ouais, c'est pas gagné effectivement pour l'instant. Guillaume Bensoussan, est-ce que vous pensez que ces pays, donc Égypte, Jordanie, pourraient à terme finalement accepter de devenir une terre d'accueil, ne serait-ce que provisoire, pour ces Gazaouis? Alors, d'abord, je pense qu'il faut remettre deux minutes les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Gaza, on parle d'un territoire tout de même qui pose un problème clair par rapport à la sécurité d'Israël et où de nombreuses solutions ont déjà été entreprises. C'est-à-dire que jusqu'en 67, jusqu'à la signature, du traité de paix avec l'Égypte, Gaza était rattaché à l'Égypte et la Judée-Samarie était rattachée à la Jordanie. Ensuite, on a tenté à partir de 2005 l'autonomie de Gaza. On a tenté des arrangements raisonnables en leur donnant plus de 1000 terroristes pour récupérer Gilad Shalit. Donc Israël a tenté énormément de choses pour pouvoir justement être en bon terme finalement avec la population arabe de Gaza. Force est de constater après le 7 octobre et jusqu'aujourd'hui que les choses n'ont pas fonctionné. Donc moi, ce que j'identifie dans la méthode de M. Trump, je ne sais pas si ça a à voir avec le fait qu'il soit un entrepreneur immobilier ou quoi que ce soit d'autre, c'est le fait qu'il décide de s'attaquer à une variable qui jusqu'à présent n'avait pas été abordée. Ouais. Et cette variable, c'est les hommes qui habitent sur place, leur nombre et leur idéologie. Donc explorer de nouvelles pistes sur la base de la réalité. Mais bien sûr, parce que si finalement on essaie de mettre en pratique des solutions qui jusqu'aujourd'hui ont prouvé qu'elles ne fonctionnaient pas, tout ce que je viens de citer, eh bien on est condamné à vivre les mêmes conséquences de ces solutions. Donc Trump, à mon sens, est extrêmement cartésien dans son approche. Il se dit voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas tenté, c'est le fait qu'il faille déplacer les populations. Alors aujourd'hui, il parle de migration volontaire. Mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit un gros mot parce que autrement, on va continuer avec cette grenade dégoupillée qu'on a dans les mains. Et si je peux juste ajouter une dernière chose. On a avec l'Égypte et la Jordanie une sorte de problème à demi-mot. Je pense que monsieur l'ex-ambassadeur pourra nous en dire peut-être même un peu plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces pays-là ont été en guerre avec Israël. Et donc, ils ont constaté, par la force des choses, qu'ils n'avaient pas pu battre
l'antité-sioniste comme certains l'appellent, qui n'avait pas pu battre l'État d'Israël. Par conséquent, Gaza, c'est la grenade dégoupillée. Gaza et puis les territoires palestiniens de Judée-Samarie. Ils doivent se dire, quelque part là où la guerre, les méthodes primaires de la guerre, front contre front, n'a pas fonctionné, eh bien peut-être que cette guérilla d'usure pourra amener les fruits que nous n'avons pas réussi à obtenir dans le passé. Donc là, ils auraient tout perdu avec cette solution, c'est ce que vous dites. En tout cas, vous dites que c'est pertinent. La grande différence entre les deux situations, c'est que l'Égypte et la Jordanie sont des États reconnus, avec des armées régulières et avec une diplomatie, un gouvernement et un statut international, alors que les Palestiniens sont une entité indéfinie pour le moment. C'est ça la grande différence. Vous savez très bien entre et des traités de paix. Ce que je veux dire, on va laisser la Palestiniens sont instrumentalisés par l'Égypte et la Jordanie pour parvenir à des fins que ces pays n'ont pas réussi à obtenir. Vous pensez que l'Égypte veut toujours anéantir Israël, c'est ça? Entre les lignes, je lis. Pas le débat ce soir. La paix froide et la Jordanie. S'il vous plaît, messieurs, on va laisser la parole un petit peu à nos invités à Paris. Vous allez chercher loin vos arguments, parce que franchement, ce sont deux pays qui, à travers des situations de guerre interminables entre nous et les Palestiniens, ont maintenu leur ambassade en Israël, ont maintenu des ambassadeurs israéliens en Égypte. À Paris. Non, mais ce sont des pays qui vivent en paix avec nous. Pas mon propos. Non, mais ce sont des pays qui vivent en paix avec moi. Et je n'ai aucune raison de penser qu'ils ont une motivation d'anéantir Israël. Ça peut même être le cas au Maroc ou dans d'autres pays qui ont signé les accords d'Abraham. Oui, ça peut être, mais ça ne l'est pas. Entre les opinions des dirigeants, c'est très simple. Et la population de ces pays. Le fait est que pendant 16 mois de guerre sanglante, il n'y a pas un pays arabe qui a fait la paix avec Israël qui a renoncé. C'est ça le bottom line. Il n'y a pas de raison de leur infliger vos théories qu'en fait ils veulent tous nous anéantir. Au bout de votre logique, à ce moment-là, le Qatar est quelqu'un qui est très amical avec nous. Le Qatar, c'est pas moi qui l'ai choisi comme allié, c'est votre gouvernement de droite qui l'a choisi. Messieurs, c'est impossible. C'est votre gouvernement de droite qui l'a choisi. Daniel Sheikh, s'il vous plaît, on va hausser le ton, c'est plus possible, on va écouter nos invités à Paris. On est quatre ce soir. Allez, Joseph Massescar, on vous écoute. Vous avez été patient. L'enjeu, il est double, voire triple quand même. C'est la sécurité d'Israël, la reconstruction de Gaza et puis l'éviction du Hamas du pouvoir sur le long terme. Est-ce que la proposition, encore une fois, du président américain, parce que c'est de ça qu'on parle quand même, elle apporte des réponses à ces défis pour vous? Je suis pas sûr que ça apporte des réponses parce que on ne gère pas Gaza comme on gère la Colombie ou comme on gère des pays d'Amérique latine. C'est-à-dire, on ne gère pas gérer en étant, comme vous l'avez rappelé très justement, en menaçant de couper les aides aussi bien à la Jordanie que l'Égypte, comme on menace un pays d'Amérique latine d'augmenter les droits de douane de 25%, c'est quelque chose qui, je ne crois pas que ces mêmes mécanismes puissent être, puissent être répétés à l'infini et ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est vrai, de toute façon, ce qui est juste, c'est que une guerre, toute guerre, de toute manière, pour qu'elle soit véritablement gagnée, il faut qu'il y ait une solution et un projet au bout de cette guerre. Voilà. Et ça, pour le coup, pardonnez-moi, mais je n'ai pas vu, et c'est vrai que Trump a pris la main là-dessus, et c'est normal qu'il ait pris la main. Donc il a pris la main, pourquoi? Parce que il faut s'interroger, s'il prend la main, c'est que en face, et notamment par exemple, et notamment en Israël, vous n'avez pas quelque chose qui apparaît comme une solution évidente pour terminer cette guerre. Alors, et on sait très bien pourquoi. Parce qu'il y a eu la sidération de l'horreur du 7 octobre, bien évidemment, qui n'aide pas à ça. Mais, et avec une interrogation constante, une interrogation ontologique, c'est-à-dire que faire avec des personnes qui ne pensent qu'à une chose, c'est non pas un territoire palestinien, mais qui ne pensent qu'à une chose, c'est à l'extermination d'Israël et à ce que Israël soit rayé pour toujours de la carte. C'est là la question. Donc c'est évidemment difficile ensuite après d'avoir une proposition. Mais je ne crois pas que la proposition... Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que
Trump, il ouvre le débat et il a le mérite, encore une fois, comme pour d'autres sujets, de poser la question et de la mettre sur la table. Là, et c'est vrai qu'on en discute. Alors évidemment, d'abord, les Égyptiens et les Jordaniens vont en discuter. Les Jordaniens vont être évidemment un peu moins... je ne crois pas que les Égyptiens soient extrêmement favorables, bien évidemment, à cette solution. Les Jordaniens encore moins, parce qu'ils n'ont pas des mémoires de poisson rouge. Les Jordaniens, ils se souviennent très bien de ce qui s'est passé avec les Palestiniens chez eux, hein, bien sûr, Années 70. de la fragilité du royaume achémite là-bas. Mais c'est vrai que d'un autre côté, même si la proposition, le mécanisme proposé par Trump, qu'il emprunte à d'autres solutions qu'il met en œuvre partout ailleurs dans le monde, peut être contesté, il n'en est pas moins vrai qu'il pose son grand mérite, c'est de mettre le sujet sur la table. Ouais, donc vous dites attention aux méthodes qui ne sont pas évidemment applicables partout. En tout cas, il a le mérite, comme vous dites, d'innover, de proposer. Rost, Donald Trump semble convaincu que ce type de mesure peut assurer un avenir meilleur aux Gazaouis, qui seraient débarrassés mécaniquement de la tyrannie du Hamas. Vous en pensez quoi, vous ? Non, mais je partage en très grande partie ce que vient de dire Joseph, mais j'aime bien parce que les extrémistes continuent toujours la même stratégie, que ça soit ici ou ailleurs, c'est la peur. C'est toujours de continuer de rappeler les souvenirs les plus graves pour les gens, pour essayer de leur faire peur, comme vient de le démontrer le Reconquête là sur le plateau. Mais bon, on connaît ces techniques-là ici aussi. Mais vous savez, moi qui ai grandi dans la rue, je vais vous dire une chose, c'est que oui, il y a une chose, vous pouvez menacer 100 personnes. Plusieurs fois, d'accord? Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rejouer toujours le même jeu. Vous ne pouvez pas remenacer une personne 100 fois. Parce qu'à un moment donné, même si cette personne-là est fragile, je peux vous dire une chose, elle réagira certainement de la manière dont vous ne vous y attendez pas du tout. Parce qu'avec violence et avec les conséquences que ça peut avoir. Mais c'est ça. Donc, le problème, que Trump continue ces stratégies-là, pardon ? C'est ça le problème, justement, parce que c'est quoi les autres solutions pour garantir la sécurité d'Israël et un avenir sans Hamas au pouvoir ? Non, mais oui, mais il ne peut pas menacer en permanence tous les États de cette manière-là. Ce n'est pas une manière de faire, je suis désolé. Ils pensent que la gouvernance, c'est ça. Non, c'est pas ça. Qu'ils le fassent en Amérique latine, que les gens se taisent. Comme a dit Joseph, c'est une chose. Moi, je vais vous donner des solutions avec lesquelles éventuellement les choses peuvent bouger. Déjà d'une, on va voir comment se comportent ces pays, ces traîtres-là des pays arabes, ces lâches qui... s'ils avaient voulu depuis très longtemps, auraient fait en sorte que ce problème se règle depuis très longtemps. Donc je vais voir déjà comment ils vont réagir à ce que vient de dire Trump par rapport au déplacement, pour être modéré, au déplacement du peuple gazaoui. Et l'autre chose, vous voulez vraiment revenir aux choses, eh ben revenons aux accords de Camp David, ok? Rendez les colonies, d'accord? Et de l'autre côté, poursuivons les accords d'Abraham et créons un réel État palestinien avec ce qui va avec pour un État normal. Ouais. Et à partir de là, on pourra dire que oui, on a tout essayé et que les choses ne marchent pas. Mais tenir ce discours justement pour continuer à maintenir les choses de cette manière-là, comme il le disait, je suis désolé, on arrivera toujours aux mêmes catastrophes, voire même pire. Très rapidement. Alors, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'échange qui se fait là, il doit se faire aussi à Paris. Hein. L'échange, c'est que mon ami Rost oublie un élément qui me semble pas un élément mineur, c'est que les Palestiniens ne veulent plus d'un État palestinien. Non, ça c'est votre interprétation. Bah, non, malheureusement. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État palestinien. Je sais pas d'où vous sortez ça, mais en tout cas, ils veulent juste la disparition d'Israël. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Allez, regardez les tracts. Moi je suis pas. Non. Vous ne pouvez pas, avec la propagande de quelques-uns, écoutez Hassan. Mais arrêtez. Alors justement, déjà, il n'a pas dit ça. Et je peux vous dire que sur ce plateau, moi j'entends des propos venant de gens qui disent ça sur la Palestine en pire. Allez, réaction très rapide. Toutes les semaines ici parle de la destruction de la Palestine. Non, allez messieurs, rapidement. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État. Ce sont vos
vos interprétations à vous. Rapidement, allez, messieurs. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez, réponse rapide à Tel Aviv, messieurs, s'il vous plaît. Tout le monde veut son État. Les faits sont têtus, malheureusement. Voilà, et puis on a essayé. Dans les années 90, nous ne sommes plus dans les années 90. Je suis désolé. Allez, il y a eu un Israël qui était à Gaza, État palestinien, on a vu à quoi ça ressemble, c'était le Hamas quelques mois plus tard. Le problème du raisonnement qui est développé par Rost, c'est c'est du wishful thinking, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que rien n'est motivé, tout est issu de ce qu'il désirait que les choses se passent. Tout est bien motivé, mais non, vous arrêtez avec vos éléments de langage. Moi, je vais vous dire une chose. Communication, ça va. Non, attendez, mais c'est vous l'expert. Laisse parler, Ross, s'il vous plaît. Chacun son tour. Communication. Si vous voulez, jusqu'aujourd'hui, essayez de pas polluer le débat. Des éléments de langage pour essayer de décrédibiliser. Vous avez monopolisé la parole 5 minutes pour ne rien dire, monsieur. Allez, on perd du temps pour rien. Et on l'écoute quand même, Ross, rapidement. Vous non plus, vous avez parlé un quart d'heure pour ne rien dire. Tout simplement. Allez, Ross, c'est dommage, c'est dommage. Et on en avait parlé la dernière fois, David. Dès l'inception de l'État d'Israël, avant même sa création, avant même son indépendance, il y a le rapporteur du mandat britannique qui s'appelait Ernst Bevin, que monsieur l'ambassadeur doit connaître. Et Ernst Bevin arrêtez de me raconter vos histoires. Qu'est-ce que vous proposez de concret ? Attendez, monsieur, vous arrêtez de polluer. On s'interrompt c'est pas parce que vous parlez très fort comme ça que vous avez raison, parce que apparemment vous n'avez que ça. Ce que vous proposez de concret. Arrêtez de couvrir la voix des gens, j'aimerais terminer. Moi j'ai proposé. Donc, s'il vous plaît, Ross, on s'entend. Vous vous êtes élevé, monsieur, contre la proposition concrète que j'étais en train de faire. Donc, vous voyez, vous n'êtes même pas cohérent. Ce que je voudrais juste rappeler, c'est que Ernst Bevin, donc au début de l'État d'Israël, revient à la couronne britannique et il dit au Premier ministre, voilà, le problème c'est qu'on a quelque chose d'insoluble en face de nous. On a d'un côté un peuple, le peuple juif, qui est motivé par une chose suprême, c'est le fait d'avoir un État. Et le souci, c'est qu'en face, il y a des Arabes dont la motivation suprême est que les Juifs n'aient pas d'État. Et donc 80 ans plus tard, on est exactement dans la même situation. Donc on est pile dans ce que Joseph rappelait à l'instant. C'est-à-dire que le problème ne pourra pas trouver de solution tant que ces deux populations se trouveront l'une à côté de l'autre sur le sol d'Israël. C'est la raison pour laquelle l'association de Trump est intéressante, parce qu'elle casse un tabou qui jusqu'à présent, on en parlait à demi-mot. On en a parlé un peu, comment dire, Gila Gamliel, la ministre en charge du renseignement, en a parlé au lendemain du 7 octobre, ça devait être en décembre 2023, sur cette question d'émigration volontaire. Et depuis les mandats de la CPI et de la CIJ contre Israël et Netanyahou, eh bien, ces discussions ont été mises sous l'éteignoir. Or, malheureusement, monsieur disait qu'on n'avait pas de solution et que finalement tout ce qu'il dit c'est qu'il faut revenir à avant. Ouais. Il faut faire comme si rien ne s'était passé pendant 40 ans. Donc, il y a quand même des leçons à tirer du passé. On a bien compris, Guillaume et Soussan. En tout cas, question doit être sérieusement envisagée. Asymétrie d'objectifs entre Palestiniens et Israéliens. Alors qu'en pense la France? C'est important, restez avec nous. Juge-t-elle acceptable les propositions de Donald Trump? Ose-t-elle s'y opposer? Parole de diplomate. On écoute tout de suite ce que disait ce matin le patron du Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot, qui répondait à nos confrères de Sud Radio. Jean-Noël Barrot, Donald Trump souhaite déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Est-ce que la France s'y oppose? D'abord, je crois que ça n'est pas une proposition qui est tout à fait formalisée. Je crois ensuite... Il l'a dit à haute voix. Je crois qu'ensuite, les partenaires, ou en tout cas les pays voisins, l'Égypte et la Jordanie, ont dit depuis toujours qu'ils étaient fermement opposés à une solution comme celle-là. Nous, ce que nous pensons, c'est que pour ramener la stabilité et la paix au Proche-Orient, il faut une solution à deux États, avec un État de Palestine vivant à côté d'un État d'Israël en paix et en sécurité. Et la déportation, si je puis dire, des Palestiniens dans les pays voisins, ça me paraît incompatible avec cette solution. Incompatible, c'est du nettoyage ethnique. C'est une... Est-ce du nettoyage ethnique? Je ne vais pas qualifier si vous voulez, une déclaration pas tout à fait formalisée du président américain lorsqu'il s'exprimait, je ne sais plus tout à fait dans quel contexte, sur la situation. Un petit malaise, en tout cas, l'art de peser, de sous-peser les mots et d'éviter de se brouiller d'entrée avec la nouvelle administration américaine. Joseph Massé-Claron, qu'est-ce que tout cela, eh bien, cette posture donc plus ou moins neutre de la France nous apprend sur la place, sur le rôle de la France au Proche-Orient? Parce que vu d'ici, ça donne quand même un petit peu l'impression d'une France qui est en panne d'idées, qui est en panne de nouvelles propositions, voire en panne de compréhension tout simplement de la situation. Mais la France n'a aucun rôle au Proche-Orient. La France n'en a aucun. Elle n'en a aucun.
Elle pourrait en avoir un ? Elle n'a aucun rôle. Donc il faut arrêter de raconter, parce que vous avez un rôle quand vous êtes une puissance économique. Vous êtes un rôle quand vous êtes une grande puissance militaire. Vous avez un rôle quand vous avez un cap diplomatique. Aucun de ces trois éléments, malheureusement, ne sont aujourd'hui présents en France. Donc la France n'a aucun rôle. Franchement, si elle a un rôle avec d'autres, c'est un rôle de serre-livre. Voilà, c'est à ça que sert monsieur Jean-Noël Barrot, malheureusement. Monsieur Jean-Noël Barrot, moi j'ai bien connu, j'ai travaillé avec son père Jacques Barrot, et quand je vois monsieur Jean-Noël Barrot, me vient à l'esprit la phrase fameuse, il suffit parfois d'une personne pour épuiser un nom. Voilà. En tout cas, elle parle de la France. Daniel Chek, qu'est-ce que la France justement pourrait, d'après vous, apporter au débat ici au Proche-Orient ? Vous avez des petits conseils de diplomate à donner à Jean-Noël Barrot ? Non, je pense, enfin, elle peut avoir de nouvelles idées. Franchement, je ne suis pas sûr qu'il y en a 30 000, mais s'aligner automatiquement sur la position d'un nouveau président américain, ce n'est pas non plus preuve d'une grande indépendance diplomatique. Donc, qu'il soit contre cette proposition, ça ne les exclut pas du débat. Je dirais quand même que, contrairement à notre ami Monsieur Bensoussan, moi je pense que depuis Ernst Bevin, le monde a changé, cette région a changé, et beaucoup de choses ont changé, et elles vont continuer à changer. Et honnêtement, je n'exclus pas la possibilité, mais je vois mal comment on peut vider la bande de Gaza de toute sa population pour la reconstruction. C'est d'ailleurs la seule motivation que Donald Trump a donnée. Tout le reste, mon cher David, c'est votre surinterprétation. Il n'a jamais dit que l'objectif c'est d'éliminer le Hamas ou autre chose. Il a dit. Interpréter ça personnellement. Non, vous avez dit. Vous avez dit dans votre question à nos amis à Paris que est-ce que c'est le moyen de se débarrasser définitivement du Hamas ? Ce n'est pas du tout la motivation. C'est votre avis ? Non. Moi, je cite les mots. Vous êtes dans la pensée de Trump. Je cite les mots de Trump. Les mots de Trump n'ont pas dit une chose dans ce domaine. Il a dit il faut déplacer la population pour qu'on puisse nettoyer, reconstruire, etc. Voilà. En tout cas, c'est tout. Allez, chacun sa version évidemment. Allez, reste avec nous. La pause, très courte pause, et on parle juste après encore de Gaza. Restez avec nous. On est retour sur le plateau bouillant des GGMO. La suite, rebonsoir. On est toujours entouré de nos 4 invités, Daniel Chek, Guillaume Bensoussan, et à Paris, Joseph Massescaron, ainsi que Rost. On a parlé de Gaza à l'instant. Tire-t-on des plans sur la comète alors que le Hamas est toujours en place? Et c'est le reproche précisément qui est fait par certains au gouvernement israélien. La guerre ne peut se conclure sans éviction du mouvement terroriste du pouvoir à Gaza. Avant d'en débattre, le pouls de la situation d'abord avec vous, Ava Merji. Bonsoir, vous êtes notre envoyé spécial dans le sud d'Israël ce soir. Quelques mots d'abord sur ces déplacements de population dans le sens sud-nord de Gaza qui se sont poursuivis aujourd'hui et qui soulèvent pas mal de questions. David, selon le Hamas, plus de 300 000 Gazaouites déplacés sont remontés vers le nord depuis hier matin. Alors Israël dit en réalité que ce sont plutôt des dizaines de milliers de Palestiniens. Hier, Tsahal dit avoir procédé à des tirs de sommation et même une frappe de drone alors qu'un bulldozer essayait d'emprunter un autre itinéraire que celui qui est prévu aujourd'hui. Un incident grave, mais c'est Yaakov Avitan Kobi, un employé civil du ministère de la Défense âgé de 39 ans qui a été tué par erreur par des tirs amis, des tirs des forces israéliennes dans la zone du couloir de Netzarim, alors qu'il a été identifié par erreur comme un terroriste qui essayait de forcer le passage, mis à part cet incident pour lequel il y a une enquête de la police militaire. On continue à voir à côté de ça des images de célébration, y compris du commandant du bataillon de Bet Hanoun qui est toujours en vie et qui parade en plein jour. Le Hamas dit que 90% de ceux qui reviennent n'ont pas de maison où habiter, mais dans le même temps, des observateurs qui analysent les images satellites de Gaza disent que tout n'est pas détruit et qu'il y a encore pas mal de bâtiments debout. Effectivement, on voit les images d'ailleurs. Et puis Ava, on vient avec vous sur les déclarations importantes du ministre israélien Zev Elkin qui déplore l'échec pour l'heure de Tsahal à démanteler l'appareil gouvernemental du Hamas dans la bande de Gaza.
Oui, il n'est pas le seul à penser ça et le dire. Zeev Elkin, qui est ministre chargé entre autres de la reconstruction des localités du Sud, déclare: nous devions détruire l'appareil du gouvernement civil du Hamas. Or, le Hamas se tient sur ses deux pieds. Certains ne se cachent pas dans ces tunnels, ils se promènent avec des armes. Nous ne les considérions pas comme des cibles et c'était une erreur. Il fallait changer de méthode. Zeev Elkin et d'avis qu'il ne faut pas dévier d'un millimètre de la décision selon laquelle le Hamas ne contrôlera pas Gaza, sinon il ne lui faudra pas longtemps pour prendre le contrôle des villes de Judée-Samarie. Il cite le nom de Joe Biden qui a dit que le Hamas ne pouvait pas rester à Gaza, cite le consensus au sein de l'administration Trump et conclut: il est interdit de mettre fin à la guerre alors que le Hamas est au pouvoir. Ouais, on a vu des images violentes à l'instant. Merci beaucoup, Ava Merji, en direct ce soir du sud d'Israël, tout près de la bande de Gaza. Alors, qui partage aujourd'hui ce sentiment d'inachevé concernant la défaite du Hamas? Daniel Sheikh, d'accord avec Zeev Elkin. Tout ça, il faut au final voir le Hamas à nouveau parader dans les rues de Gaza, du nord au sud d'ailleurs, de plus en plus. D'abord, je ne suis pas tellement impressionné par les parades. Si on lit la presse, notamment la presse arabe en partie, je suis moins convaincu que le Hamas reste au gouvernement. Beaucoup pensent qu'il a perdu la capacité de gouverner civilement Hamas. Mais ça se verra. Je suis d'accord avec Zeev Elkin qu'on ne peut pas accepter que le Hamas continue à gouverner à Gaza. Contrairement à Zeev Elkin, je ne pense pas non plus qu'Israël doit gouverner à Gaza. Donc, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de proposer une alternative. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelqu'un qui gouverne, s'il y a un vide, forcément, par défaut, le Hamas va rester. Alors qui ? Ça fait partie de quelques-unes des propositions internationales dans le monde arabe et américaine, d'ailleurs, pour le jour d'après. Discussion à laquelle Israël n'accepte pas de participer pour le moment. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre débat ici. Elles sont plus politiques que diplomatiques. Donc, pas le sujet de notre débat aujourd'hui. Je pense que dire, si on dit alternative, il faut penser au monde arabe, aux pays arabes amis, et il faut penser à une forme ou une autre de représentation palestinienne qui, pour le moment, ça veut dire l'autorité palestinienne. Sans ces deux éléments, je pense que le Hamas va rester sans aucun doute, puisqu'il n'y a pas d'alternative. S'il n'y a personne, ils vont rester. Manque de solutions et d'alternatives. Guillaume Bensoussan, Zeev Elkin met l'accent, et c'est important, sur le fait que Israël aura laissé le Hamas contrôler finalement l'aide humanitaire. Est-ce qu'elle est là l'erreur pour vous d'Israël ? Je pense effectivement qu'Israël, probablement sous la contrainte en partie américaine de l'administration Biden, on sait les pressions qu'ils ont exercées notamment sur les plans de guerre. Au début, vous vous souvenez qu'il y avait une opération très massive qui devait inclure l'invasion de Rafah au tout début de la guerre, qui a été entièrement remaniée. Et vous vous souvenez également de la déclaration de Galante qui a choqué le monde entier, où il disait ministre de la Défense. Nous avons affaire à des animaux humains, il faut pas d'électricité, pas d'eau, pas de vivres. Alors comme ça va choquer les âmes sensibles et les pudeurs de gazelle qu'on a du côté de Paris. Mais ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que c'est l'une des premières fois que l'on a affaire à un conflit dans lequel l'un des belligérants, de lui, on exige qu'il ravitaille son ennemi. C'est ça qui s'est produit. Ça, c'est une première dans l'histoire, vous dites ? Et donc, c'est une erreur fantastique. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas nous qui les ravitaillons. Nous permettons le ravitaillement par des autres. Et nous avions. C'est pas la même chose. Oui, d'accord. On peut aussi sodomiser les drosophiles, mais ça ne va pas beaucoup nous aider. Quel rapport ? Ce que je veux dire c'est une remarque qui n'est pas convenable. Non, je suis désolé. On va garder un ton politique. Franchement. Monsieur, écoutez, à mon avis, c'est votre remarque qui, à mon sens, ne fait pas progresser le débat dans une direction qui va nous permettre... Mais c'est un fait, ce sont des faits que je dis. D'accord, D'ailleurs,
Je vous rappelle quand même, vous accusez l'administration Biden, mais c'est quand même Donald Trump qui a imposé le cessez-le-feu. Alors Joe Biden a échoué pendant des mois. N'êtes-vous pas capable de vous astreindre à cette politesse? Alors justement, attendez, c'est un débat ici, c'est un débat ouvert. Si ça ne vous convient pas, c'est dommage, mais c'est le format. On va le poursuivre. C'est le format. On va le poursuivre aussi à Paris. Non, après, on va laisser la parole à Paris, s'il vous plaît. Bien. Mais attendez, David, j'ai été à Paris. Un instant, s'il vous plaît, on a très peu de temps. Joseph Massescaron, est-ce que vous pensez, vous aussi, que Joe Biden et son équipe, malgré, c'est vrai, le soutien important apporté à Israël, eh bien, quelque part, ils ont aidé, si je puis dire, Israël à ne pas atteindre cet objectif en faisant pression sur Israël pour l'aide humanitaire, beaucoup plus que sur le Hamas. En tout cas, c'est le sentiment qui domine aussi ici en Israël. Écoutez, moi je pense que le problème de Biden, c'est que Biden n'était pas au pouvoir. C'est pas Biden qui était au pouvoir. C'est un mélange, c'est ce qu'on appelle l'état profond aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un mélange de l'administration, de la vieille administration Obama et de l'administration Biden. Mais Biden n'était pas au pouvoir parce que tout simplement Biden n'était pas en état de toute façon de prendre des décisions. Donc ça c'est un vrai problème. Plus tard d'ailleurs les historiens, je pense, jugeront cette période, de même que l'élection elle-même de Joe Biden, d'une manière beaucoup plus critique, et je parle en tant qu'historien, beaucoup plus critique que nos contemporains. Donc je pense que c'est quelque chose, avant de dire responsabilité ou pas de Biden, voilà, que c'est de la faute ou non de Biden. Je crois que Biden réellement ne contrôlait plus rien. Voilà, ne contrôlait plus rien. Biden, en tant qu'entité personnelle, en tant que personne, et puis vient Trump et il prend le contrôle. Ne contrôlait plus rien. Voilà, ça c'est le premier problème. Voilà, donc il y a une prise de contrôle. Sur la vraie question, qui est la question du Hamas, le Hamas on ne peut pas remettre évidemment le Hamas au pouvoir. C'est quelque chose qui est impossible. Voir le Hamas parader encore, c'est juste quelque chose, moi à mon sens, qui est d'une obscénité rare, qui est un crachat à tous ceux qui ont été les victimes du pogrom. Donc c'est quelque chose qui me semble, mais dépasse pour moi l'entendement de voir le Hamas parader. Le Hamas, il faut le rappeler quand même avec force. Le Hamas, c'est quand même une organisation bien sûr terroriste, c'est une organisation qui a pris le pouvoir en terrorisant les Palestiniens, d'accord, en défenestrant les représentants de l'autorité palestinienne à un moment, ça a été aussi extrêmement oublié par un grand nombre de Français ou d'observateurs français. Donc oui, le Hamas est quelque chose le maintien du Hamas est quelque chose d'inacceptable. C'est le cœur du problème. Rost, pour vous, c'est bien qu'Israël ait laissé le Hamas gérer cette aide, donc eau, nourriture, carburant? Alors c'était bien que Daniel Sheikh remette déjà dans le contexte le fait que ce sont des aides qui viennent d'ailleurs, contrairement aux idées que certains véhiculent, et juste dire à votre invité que il est aussi puant que ces idées qu'il propage, ces idées nauséabondes, ces idées de haine et qu'ils ont essayé de vendre en France et on les a envoyés valser et qu'ils continuent de propager là-bas et en méprisant ses interlocuteurs comme il le fait en nous insultant et en nous traitant de tous les noms. Et vous êtes méprisant et insultant et vous avez que ça, regardez ce que... Revoyons les bandes et on va voir qui c'est qui est méprisant. Oui. Vous êtes puant, monsieur, je vous le dis. Voilà, c'est tout. Mais pour revenir au débat en lui-même, moi, comme on a dit, comme j'ai souvent dit sur cette émission, comme j'ai souvent dit dans cette émission, c'est qu'on a toujours eu... Mais vous êtes ridicule. Mais non, mais parce que vous l'avez déjà fait, monsieur. Oui, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Allez, vous en avez sortons des invectives, s'il vous plaît. On est dans un débat sur le fond, s'il vous plaît. Non, mais je me défoule pas. Allez, défoulez-vous, s'il vous plaît, sur le fond. Vous étiez une idée depuis le début de cette émission, vous n'avez rien dit, monsieur. Allez, stop aux invectives, s'il vous plaît. Poursuivez sur le fond. Pour revenir au débat en lui-même, vous savez, moi j'ai toujours dit sur cette émission qu'on a on peut éradiquer, on peut tuer une personne, mais les idées, c'est autre chose. Donc, si on ne s'attaque pas aux racines du mal, on pourra se raconter ce qu'on veut ici. La politique, continuer de faire la politique après tout ce qui vient de se passer et ne pas coupler ça avec la diplomatie,
je peux vous dire que c'est l'échec assuré. La diplomatie, elle est impérative et chacun doit s'y mettre. Et la voix, j'entendais tout à l'heure le ministre Barrot qui essayait de se démener comme il pouvait. D'ailleurs, si vous avez remarqué, sur la situation et les déclarations de Trump, c'est lui qui a utilisé le mot déportation. Moi, j'ai même pris la précaution tout à l'heure de ne même pas l'utiliser. Oui, parce que là, c'est d'une obscénité totale. Donc, là, je pense que ça lui a échappé. Je pense que le monde entier devrait se lever pour dire, à un moment donné, ça suffit. Ouais, ça suffit aussi peut-être au Hamas. Allez, vous avez vu, on a posé la même question tout à l'heure à nos téléspectateurs qu'on salue. Israël a-t-il échoué à éradiquer le Hamas? Réponse oui, 68%. Non, 32%. Quasiment 2 tiers. 1 tiers. Merci à tous d'avoir voté. Allez, nous y voici. La France insoumise. Insoumise à quoi? Et à qui, d'ailleurs? Le député LFI Louis Boyard et sa liste en tête dimanche dernier, des municipales partielles à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Problème, pour battre la droite dimanche prochain, il fallait trouver un accord avec la liste d'union de gauche menée par Daniel Henry. Alors tractation, suspense jusqu'au bout et finalement, pas de fusion aujourd'hui, mais un retrait de ce dernier qui pourrait ouvrir les portes de la mairie aux Insoumis. Nous sommes en ligne ce soir avec Jules Laurence. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes le rédacteur en chef du média Frontières. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce qui est au cœur quand même de ces tergiversations de la liste d'hiver gauche, c'est le profil de plusieurs membres de la liste de Louis Boyard, des personnages qui affichent ouvertement leur soutien au Hamas. Et vous avez mené une enquête hautement instructive concernant ces personnages. Alors en effet, ça fait plusieurs jours que nous on enquête sur la liste de Louis Boyard. On a épinglé notamment ce candidat, le numéro 7 de la liste, un certain Mohamed Ben Yaklef, qui est un soutien affirmé, avéré du Hamas sur ses réseaux sociaux. Les tweets sont d'ailleurs encore disponibles. Dedans, il glorifie Yahya Sinwar, qu'il estime comme un martyr de la cause palestinienne. Il estime que le Hamas est un mouvement de résistance. Il a également fait l'apologie du 7 octobre en disant gloire à la résistance palestinienne armée le jour du 7 octobre. Et il également soutien de collectifs dissous pour islamisme comme le CCIF et Baraka City. Et ce qu'il faut noter, c'est que Louis Boyard, dans tout ça, il continue de soutenir son candidat pro-Hamas. Il a d'ailleurs estimé être fier de sa liste dans son meeting, bien après même nos révélations. Il en avait connaissance, mais il a estimé être fier de sa liste, il a estimé qu'il ne retirait aucun élément de sa liste, mais il faut comprendre que Louis Boyard, il est aussi dépendant en fait aujourd'hui d'un public pro-Hamas. Nous, on s'est rendu plusieurs fois sur place à Villeneuve-Saint-Georges et plusieurs de ses soutiens nous ont affirmé être des pro-Hamas, ont menacé même de nous couper la tête parce que nous, justement, nous traitions les aspects de sa liste, nous enquêtons et nous demandions pourquoi un candidat pro-Hamas pouvait aujourd'hui postuler à une place à Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Mais en effet, c'est aussi toute une liste qui pose problème. On a par exemple la numéro 2 de la liste qui diffuse des symboles antisémites. Elle portait aux côtés de Louis Boyard un kéfier sur lequel étaient inscrits les inscriptions « Jérusalem est à nous » avec la mosquée d'Al-Aqsa et un drapeau palestinien. Et on a aussi des profils plutôt délinquants comme le 23e de la liste, Adel Medour, qui a été arrêté à plusieurs reprises pour du transport de stupéfiants, pour s'être introduit dans une école avec une arme, pour vol, pour violence. Et le dernier en date, notre révélation aujourd'hui, c'est sur Ricardo Bonner, le 21e de la liste, qui lui aussi s'est fait épingler et est connu des services de police pour avoir fait du transport de stupéfiants, mais pour aussi du recel. Donc c'est toute une liste qui est en train de se faire élire, et notamment le numéro 7 qui a de sérieuses chances d'être élu dès dimanche. Ouais, rien que ça, en tout cas menacé, vous avez été menacé pour avoir fait votre travail d'enquête. Alors pour vous, parce que c'est ça la question, des partisans de l'islamisme noyotent aujourd'hui, vous diriez cette liste LFI est peut-être plus largement le parti de Jean-Luc Mélenchon ? Alors tout à fait, comme je vous dis, quand on se rend sur place, on a des gens qui les yeux dans les yeux nous disent oui, je suis un pro-Hamas, toi tu poses des questions de sionistes, c'est ce qu'on retrouve sur place, et on a plusieurs personnes qui au sein de la France Insoumise soutiennent ouvertement des collectifs qui ont été dissous pour islamisme. Dois-je vous rappeler encore qu'il y a
quelques jours, Ercilia Soudé posait la question à l'Assemblée nationale et estimait que la dissolution du CCIF et de Baraka City était scandaleuse. Donc aujourd'hui, Louis Boyard, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une campagne comme l'a fait Rima Hassan pendant les européennes. Il cherche à surfer sur la thématique palestinienne avec en ligne de mire la question du Hamas qui est aujourd'hui soutenue par certains des partisans de Louis Boyard. Et on voit que dans sa liste, il y a effectivement beaucoup de personnes qui portent des kéfiers, il y a des personnes qui justement envoient des messages pour sa liste. Et Louis Boyard a d'ailleurs dit fièrement être fier de son candidat numéro 7 qui est pro-Hamas. Ouais. Et alors la raison profonde pour vous de cette situation, la racine si on peut dire, ce serait un laxisme vis-à-vis sur le long terme d'une partie de l'immigration islamisée, c'est ça qui donne aujourd'hui ce résultat? Alors, il y a deux choses. Il y a premièrement le fait que Jean-Luc Mélenchon, dans sa stratégie, a trouvé un nouveau peuple dans l'immigration islamisée qui s'est instaurée dans les banlieues. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon a raté la dernière présidentielle à 400 000 voix. Et il veut aujourd'hui, par les municipales, réussir à justement trouver de nouvelles énergies qui vont aller voter. Et pour cela, il cherche à implanter dans diverses municipalités. Vous savez, en 2026, il y aura David Guiraud qui aura Roubaix, Delogu aura Marseille. Ils iront dans plusieurs espaces pour aller chercher un nouvel électorat et celui qui lui permettra d'arriver à passer au moins au second tour. Donc oui, ils en ont conscience, ils savent qu'il y a des personnes qui sont ouvertement pro-Hamas, ils savent qu'il y a des collectifs qui ont été dissous pour islamisme, mais pour eux, on va dire que c'est l'objectif qui compte et ils ne peuvent même plus aujourd'hui, et Louis Boyard ne pourrait plus faire rétropédalage sur certains de ses candidats au risque lui-même d'être menacé. Ouais, c'est vrai que ça promet pour les élections de l'année prochaine. Vous restez avec nous, Jules Laurence. L'avis quand même de nos débatteurs à Paris. Joseph Massescaron, France insoumise ou soumise quand on a entendu tout cela? Écoutez, la stratégie de toute façon de Jean-Luc Mélenchon est claire depuis un bon moment et elle a été révélée au sens chimique du terme avec le 7 octobre et ce qui s'est passé après le 7 octobre. S'agissant uniquement de la circonscription de la ville de M. Louis Boyard, je voudrais juste signaler qu'il y a un grand nombre de socialistes, et de socialistes véritablement, pas des personnes frayant d'une manière ou d'une autre avec Emmanuel Macron, de socialistes comme le sénateur Hussein Bourgi, qui fait un travail d'ailleurs parlementaire absolument remarquable, qui lui a clairement dit je préfère perdre que la gauche perde Villeneuve-Saint-Georges plutôt que de perdre mon âme et de voter pour Monsieur Louis Boyard. Monsieur Louis Boyard quand même qui, je le rappelle, ainsi que Madame Soudet et beaucoup d'autres, ont considéré avec la libération d'un certain nombre de Palestiniens qu'on libérait, je cite, qu'on libérait des otages et que évidemment lorsque France Info a fait une sorte de glissade idéologique et a parlé justement d'otages palestiniens et que le journaliste a été pointé et par sa direction sont venus au secours de ce journaliste en disant que c'était vraiment un scandale total et c'est là l'idée, c'est-à-dire l'idée que ces personnes palestiniennes qui sont sorties étaient des otages. Je rappelle quand même que parmi ces personnes qui sont sorties, il y a quand même des terroristes qui ont tiré tiré et qui ont tué tué un Français juif. Tout ça, ça n'a plus évidemment, bien sûr, ça n'a plus d'importance. Les mots n'ont plus aucune importance de toute manière. C'est donc oui, là, je pense que idéologiquement, la France insoumise a vidé les étriers depuis très très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon a choisi cette stratégie. Ouais, délibérément. Il l'a choisi, il a œuvré. C'est un virage qui a été fait sous l'influence d'une personne notamment qui est Monsieur Éric Coquerel, qui a été fait lorsque Mélenchon a perdu certain nombre de compagnons de route qui le maintenaient dans le cap de la laïcité et de l'universalisme. Oui, bien sûr, ce virage a été fait, mais le problème aussi, c'est que quand vous entendez Madame Rima Hassan, lorsqu'elle parle face à Madame Mathilde Panot,
Panot. Qu'est-ce qu'elle dit en l'occurrence? Elle dit, vous êtes là, mais bientôt nous n'aurons plus besoin de vous. Et c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Et Madame Mathilde Panot, elle opine, vous savez, comme les petits chiens à l'arrière de la voiture. Voilà. Et elle trouve ça tout à fait, bien sûr, tout à fait normal. Ouais. C'est l'histoire. C'est la vieille histoire que l'on connaît dans le monde juif. C'est la vieille histoire, bien sûr, du golem. Mais ça, c'est un golem à front renversé. C'est-à-dire, on croit créer une créature qui va à partir de glaise électorale, qui va vous obéir. Et puis, à un moment donné, cette créature, il s'avère qu'elle vous écrase. Et c'est ce qui va, à mon avis, tôt ou tard, se passera. Effectivement, c'est ce que pense beaucoup. Ross, est-ce que ça vous fait le golem? Restons, voilà. Voilà, effectivement, il y a l'image du golem. Mais Ross, ça vous inquiète, vous, de voir un militant Hamas, des militants Hamas à terme, avec une écharpe tricolore dans les rues de France, un peu partout? Non, mais franchement, vous invitez un journaliste de Frontières, extrême droite assumée, pour venir déverser toute sa haine de tous les profils sur le plateau. Et vous voulez répondre aux questions. Ross, il y a une question qui est précise. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Qu'est-ce que vous voulez que jadis, il aurait fait un beau collabo, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolé, j'ai rien à vous dire d'autre. Et moi, je n'ai aucune sympathie, que les choses soient claires, je n'ai aucune sympathie spécialement pour Boyard. J'ai pas aucune sympathie spécialement pour lui. Mais par contre, franchement, essayons de... Mais c'est honteux. Ces méthodes-là, on les connaît, on les connaît. Jadis, elles ont servi à faire autre chose, jadis. Moi, je m'intéresse à l'histoire, monsieur. Allez, messieurs, c'est notre choix que vous êtes en train de nous ramener au côté sombre de l'histoire. On invite tous les points de vue, et celui de Jules Laurence est légitime, et c'est pour ça qu'on a invité. Donc, je dis ce que j'en pense. Voilà, je vous dis que ça m'intéresse pas. Je suis désolé de commenter des... Allez, Jules Laurence, droit de réponse. C'est une chose. Allez, droit de réponse, rapidement. Rapidement, Jules Laurence, droit de réponse à ça. Parce que haineux, vous voulez toujours propager votre haine à l'égard de toujours les mêmes. Ross, on a bien compris. On a bien compris. Jules Laurence, rapidement. S'il vous plaît, ça nous donne quand même un avant-goût. Ça nous donne un avant-goût de ce à quoi pourraient ressembler les prochaines municipales en France, à savoir une gauche qui s'allie à ce type de personnage pour survivre, tout simplement. C'est un petit peu ça où en est la gauche aujourd'hui en France. C'est exactement ça, ça gêne Monsieur Ross, mais évidemment que la stratégie de la LFI aujourd'hui, et de toute façon... Non, c'est pas ça qui me gêne. Mais si ça vous gêne, parce que c'est les faits qui vous gênent. On a énoncé que des faits, vous savez, vous êtes dans le même camp que ceux qui veulent vos méthodes, je connais, je le sais. Reste une minute, s'il vous plaît. Vous êtes dans le même camp que ceux qui veulent nous couper la tête finalement. Parce que nous, on avance des faits, et au nom, justement... Mais arrêtez... Si, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui nous traitent d'extrême droite qui veulent nous couper la tête. C'est trop facile, en fait, de jeter l'opprobre comme ça. Monsieur, venez voir le travail qu'on fait sur le terrain, justement, et c'est plus productif que vos conneries là. Le Figaro ont été confirmés, toutes nos informations sont confirmées. Venez nous débattre sur le fond, vous ne pouvez pas gagner, nos enquêtes sont impeccables. Vous ne pourrez pas gagner. Mais c'est parce qu'il ne peut pas gagner qu'il invective. Allez, débat de fond, il reste, messieurs, il reste vraiment 20 secondes chacun. Daniel Cheikh, et ensuite vous. Juste un mot de dire que je constate avec satisfaction les premières brèches dans cette alliance contre nature entre le Parti socialiste et LFI. Ce n'est pas la seule occasion. Il y a aussi. Et moi, je trouve que si ça continue, c'est le seul moyen pour le PS de survivre. Ouais. Allez, Guillaume, le mot de la fin, 15 secondes. Florence Bergeau-Blaclair a beaucoup travaillé sur la question des frères musulmans, comme vous le savez, et elle a un mot qui est très intéressant pour décrire la LFI, c'est le terme de parti coucou. C'est-à-dire que les frères musulmans choisissent des partis dans lesquels ils vont placer leurs œufs, qu'ils vont laisser mûrir, qu'ils utilisent finalement, et qui, à terme, à un moment donné où les conditions leur seraient plus favorables, vont venir les remplacer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la nouvelle phase de Rima Hassan. Allez, on a bien compris. Merci. Voilà, les porte-paroles que Rima Hassan pour ce soir, malheureusement, c'est les 5 tout de suite. Le journal Christopher Merlin. Très bonne soirée sur i24.